enfin, il en parle de manière très simple, et il dit, alors je vais juste le citer, et je voudrais savoir si ça correspond à votre ambition à vous. Et il dit quelque chose à la fois de très simple et de très beau. Il dit que l'écrivain pousse le langage jusqu'à une limite qui sépare l'animal de l'homme, et que l'écrivain finalement, et ça rejoint aussi un peu finalement votre éthique, l'écrivain est responsable devant les animaux qui meurent, c'est-à-dire répondre des animaux qui meurent, et pour lui on n'écrit pas forcément pour quelqu'un, mais à la place des bêtes et des animaux qui meurent, et donc porter le langage jusqu'à une sorte de limite entre l'animalité et l'humanité. Et est-ce que finalement vous, à la fois dans votre rapport éthique aux animaux et surtout dans votre rapport à la littérature, est-ce que vous, votre ambition finalement principale, c'est pas d'écrire à la place des animaux qui meurent? Ça, c'est une sacrée question. Déjà, ce que ça m'évoque, c'est que dans l'histoire de toutes les minorités qui ont été dominées et qui se sont affranchies des dominations, c'est qu'à un moment donné, elles ont elles-mêmes intégré le discours de leur libération et qu'elles l'ont porté. Ça a été le cas pour les Noirs, ça a été le cas pour les femmes, ça a été le cas pour les homosexuels, ça a été le cas dans toutes les situations. Les animaux, ce sont ceux qui ne peuvent pas porter le message de leur libération, de leur affranchissement. Donc ça veut dire que nous devons le porter pour eux. Et effectivement, c'est un immense pari. Sans doute que l'écriture est un des outils qui permet de porter cette voix-là. Je pense cependant que ce combat-là, c'est sur un autre plan qu'il va se gagner. C'est sur le plan de l'activisme, c'est sur le plan politique, c'est sur le terrain, véritablement. En revanche, la littérature peut sans doute donner un contrepoint, et je crois que pour le coup, il reste véritablement quelque chose à inventer. Parce que bien souvent, quand la parole a été donnée aux animaux en littérature, c'était sous le prisme de la personnification. C'est-à-dire qu'on faisait des animaux des êtres humains, alors que les animaux ne sont pas des êtres humains. On ne sait pas comment ils s'exprimeraient, qu'est-ce qui les traverse, quelle est l'intériorité d'un animal. On n'en sait rien, on ne peut qu'essayer de le deviner. Donc je crois que finalement, il n'y a que la poésie. Plus que la littérature, il n'y a que la poésie qui peut suggérer cette expérience-là de l'animalité. Et c'est sans doute très important de la porter, d'essayer d'incarner cette voix-là. C'est aussi, pour des auteurs, pour des créateurs, pour des artistes, un terrain de jeu immense qui s'ouvre devant eux, devant nous. Mais voilà, véritablement, le combat et cette voix-là, de ceux qui n'en ont pas, ce combat-là serait gagné, je crois, véritablement sur un autre plan. Excusez-moi, mais on ne peut pas dire que quelque part, comme le porc a un corps, enfin l'animal a un corps, l'homme a un corps, tout passe par les sensations. Et du coup, comme vous êtes écrivain, passer par le prisme de la sensation qui est de façon générale pour faire ressortir les points communs finalement entre l'animal et l'être humain. La sensation, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire déjà de reconnaître que les animaux, en tout cas aujourd'hui on le sait, tous les animaux vertébrés, certains invertébrés aussi probablement, sur les insectes on ne sait pas encore trop, mais enfin il y a des recherches qui tendent à prouver que les animaux éprouvent la souffrance. Donc là on est vraiment dans le domaine effectivement du corps et de la sensation. Mais au-delà de ça, le problème est plus complexe. C'est que quand vous avez un troupeau de vaches, par exemple, vous êtes face à un groupe qui est constitué avec des individus qui ont des interactions. Quand on enlève un veau à une vache, qui est une vache laitière, donc comme vous le savez, une vache ne fait du lait que lorsqu'elle a un veau. Donc dans l'industrie laitière, pour produire du lait, on insémine à répétition les vaches, et une fois que le veau naît, si c'est une femelle, dans certains cas, elle sera elle-même destinée plus tard à la lactation, mais si c'est un mâle, il est immédiatement envoyé à l'abattoir, en tout cas âgé de quelques semaines. Et quand un veau est enlevé à sa mère, bien souvent, elle le pleure et elle l'appelle pendant des jours.
Récemment, j'ai lu une enquête qui montrait qu'une vache a été parvenue à dissimuler son veau à l'éleveur en allant le cacher dans un bois à proximité du champ et qu'elle allait l'allaiter régulièrement dans la journée, mais tout en lui interdisant de revenir avec elle dans la prairie. Parce que voilà, elle avait probablement conscience que le veau, si elle le ramenait, allait lui être enlevé. Donc au-delà de la sensation physique, il y a aussi véritablement la question de la sentience, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas uniquement à l'idée d'éprouver de la douleur, mais à celle d'avoir des émotions. Et là, c'est un autre stade, quoi. Ça ouvre un autre champ quand même. Quiconque a eu un chien ou un chat, sait très bien que son chien, son chat lui est attaché. Je veux dire, c'est pas un sentiment bête de maître ou de maîtresse, mais c'est ou deux chats entre eux, ou deux chiens entre eux. On le voit très bien que quand on a un malade, l'autre est perplexe, quoi. Oui, tout à fait. Il y a cette réalité-là. Il y a des animaux avec lesquels, étant donné qu'on a tissé des liens avec des centaines ou des milliers d'années de domestication, on a un sentiment d'empathie bien plus évident qu'avec un cochon, par exemple. Avec un cochon qu'on ne croise plus quand on n'habite pas à la campagne et qu'on ne va jamais se promener. Mais, tout à fait. Voilà. Mais au-delà de ça, on sait que même certains animaux avec lesquels on n'a pas, a priori, la possibilité de cette communication-là, prenons les poissons par exemple, on sait que les poissons constituent aussi des bandes, des groupes sociaux, qu'eux-mêmes ont des réactions qui montrent tout à fait cette sentience-là. Donc à la fois les chiens et les chats doivent nous questionner, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'on est dans cette dichotomie-là, qu'est-ce qui fait qu'on mange le cochon mais qu'on ne mange pas son chien. Mais de notre côté, on ne peut pas uniquement se baser sur la possibilité d'avoir un échange affectif avec un animal pour reconnaître son droit à la vie, je pense. Alors moi j'ai beaucoup aimé votre livre, j'ai beaucoup aimé le style déjà, qui est à la fois, l'image de Bruegel est très juste parce que c'est limpide, c'est foisonnant, c'est puissant, donc oui j'ai beaucoup aimé. Dès la lecture entamée, ça m'a fait penser à une lecture que j'ai eue 30 ans auparavant, les années lycée, c'est Zola. La Terre, ah oui. À la fois pour le côté puissant, le côté bestial, fruste, le rapport à la terre, à la possession, à la sexualité, au corps, et puis surtout après ce côté déterminisme en fait, que purée, on est au piège, on est pris au piège, on est dans un déterminisme à la fois génétique, social, psychologique, de bout en bout. Alors il y a, effectivement le rapport est évident au début du livre parce que c'est un peu des époques comparables, et puis ça se dérègle complètement à la deuxième partie du livre quand on est dans l'industrialisation, et là effectivement pour avoir vu les vidéos de 1914, on ne peut que y penser. Alors, j'ai pas du tout ressenti votre livre comme un livre militant, même si évidemment on n'a pas forcément envie de manger un steak en le refermant. Mais j'ai trouvé qu'effectivement l'animal était victime, mais que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus mis en ligne. L'humain, il est autant victime finalement. Et je repense à La Terre de Zola. Il est victime dans la première partie, il est victime dans la deuxième partie parce que il est complètement débordé par... alors on ne le sent pas pris au piège par les dettes, mais il est pris au piège, l'humain est pris au piège par le lisier qui déborde, par ces cochons qui n'arrêtent pas de gueuler, par cette violence qu'il ne veut plus gérer. La femme ne le supporte plus, s'enferme dans la folie, les enfants ne le supportent plus. Et à la limite, ceux qui s'en tirent le mieux, c'est Marie-Julie et c'est Jérôme. Non, est-ce que vous avez voulu faire ressortir de la sorte que l'humain est finalement autant victime de sa folie et de sa violence que l'animal? Oui, je crois que vous avez très bien lu le livre. Pour moi, c'est presque plus un livre qui parle de la condition humaine que de la condition animale. Après, l'élevage, là, c'est une toile de fond, c'est un miroir tendu à la folie de ces hommes, mais véritablement, ce qui me questionnait, c'était cette humanité, ou cette inhumanité, en tout cas. Après, voilà,
la thématique est aussi présente et je crois qu'aujourd'hui, avec l'actualité, etc., ça a donné finalement un éclairage au texte très axé sur la question animale. Alors, quand on voit ces vidéos, bon, la souffrance animale est intolérable, mais ce que ça questionne aussi, c'est comment les gens arrivent à gérer ça. Le type qui zigouille des centaines de moutons, qui s'y prend à 10 fois pour tuer un bœuf, comment il gère ça en rentrant chez lui, en devant puer le sang, puer la merde, puer de partout, puis en ayant ces gestes imprimés dans le corps et dans la tête. Moi, je crois vraiment que ces mecs... je crois vraiment que ces gars sont des victimes aussi, hein. Qui peut rester sain d'esprit en mettant à mort à tour de bras des animaux à longueur de journée? Et les gestes qu'on les voit faire sur ces vidéos, puisque des fois il y a des gestes qui ne sont pas uniquement des gestes liés à l'abattage. Sur une des dernières vidéos, on voit un gars planter un couteau dans l'œil d'un mouton vivant. Je pense que c'est une dérive, mais parce que la tâche en elle-même est insoutenable. Aujourd'hui, de toute façon, il n'existe pas de moyen certain de mettre à mort un animal en étant assuré qu'on ne lui provoquera pas de souffrance. Les techniques existantes dans les abattoirs ne sont pas adaptées. Alors, on ne peut pas faire une euthanasie avec anesthésie comme on le fait quand on amène justement son chien âgé de 15 ans chez le vétérinaire. Ça, c'est impensable dans l'industrie de la viande. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on va mettre un matador, c'est-à-dire un pistolet avec une tige perforante sur le crâne d'un bovin pour lui pulvériser le cerveau étant un organe complexe, vous allez avoir un bœuf qui va tomber terrassé sur le cou, et puis vous allez en avoir un autre qui va se réveiller sur la chaîne de découpage 10 minutes plus tard, et là il sera trop tard pour faire marche arrière, donc on va l'éventrer, le découper vivant. Donc aujourd'hui cette situation elle est à la fois sans solution, et ça n'est certainement pas les mesures qui ont été annoncées récemment concernant la vidéosurveillance qui changeront quelque chose, mais elle est aussi insoutenable pour les gens qui font ces métiers-là. D'ailleurs, ce sont des métiers dans lesquels il y a un énorme turnover, beaucoup de dépression, beaucoup d'alcool, aussi beaucoup de problèmes liés à la difficulté intrinsèque au travail. Et la violence qu'il peut y avoir chez eux.